Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Dérangeants, l'émission qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur l'entrepreneuriat. Bref, l'endroit où on parle des vraies affaires. Je suis Mathieu Charret, brillant, sensuel, humble et surtout téméraire, journaliste au Journal Les Affaires, car c'est moi qui ai le grand bonheur d'animer cette drôle de bébête-là avec trois entrepreneurs dérangeants, ébouriffants et parfois assez intenses. Cette semaine, je suis entouré des dérangeants et super-héros des affaires. Capitaine Abitibi, le féroce Jean-Daniel Petit du magazine B-Side et d'Abitibi & Co. Bonsoir, juste une petite note, tu as dit humble dans un épisode antérieur. Madame Anglade a parlé que c'était un défaut, donc... Ah, c'est un défaut? Hein? Oui. Elle a dit modestie. C'est modestie, humble, c'est correct. Excusez-moi. Ouais. OK. De l'une de nos Wonder Woman en résidence, l'indomptable Marie-Claude Duquette du groupe Triton. Bonjour. Du Superman de l'innovation, car dessous ses habits, par-dessus son six-pack, il aime bien porter des collants serrés. La merveille rousse, Monsieur Noah Redler. Pourquoi tu regardes sous mes habits? C'est les photos sur Instagram, hein, Noah. Ah oui. Donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Noah. Ah, merci. Donc, encore une grosse soirée en perspective pour cet épisode enregistré devant un public en délire au Desjardins Lab. Pour cette émission propulsée par le Mouvement Desjardins et par l'Université Concordia, nous avons le grand plaisir d'accueillir l'entrepreneur Nectarios Economakis. Bonjour Nectar. Bonjour, merci de m'avoir. Ça te fait plaisir. Et de débattre de l'enfer des ressources humaines. Mais d'abord, messieurs, dames, la question dérangeante de la semaine. Mesdemoiselles, messieurs, choisissez votre numéro de 1 à 10 qui correspond à une question dérangeante et ensuite, on répond. Pas de faux fuyants. Marie-Claude, tu commences? 6. 6. Quelque chose que tu n'es pas capable de faire et qui te dérange. Hey, là, c'est dur, là. Qu'est-ce que je suis pas capable de faire? Voyons. Tu fais tout? Ben oui. Dans ton entreprise, tu fais tout. OK, je suis pas capable de faire correctement la vaisselle. Ah! J'imagine. Franchement. Non, mais sérieusement, pas capable de faire. Dans ton entreprise, comme entrepreneur, qui te manque, là. Probablement le focus. OK. Ouais, clairement, parce que je pense que je m'éparpille un peu trop. Puis OK. j'ai trop d'idées. La créativité, elle fuse un peu trop. Fait que le focus, il manque de focus. Puis comment tu penses remédier à ça? Écoute, là, je viens de sortir de l'école d'entrepreneurship de Beauce, fait que je pense que c'est rien pour m'aider parce que j'ai la tête encore plus pleine. Mais je vais trouver le moyen de focusser. JD, numéro de 1 à 10? 9. 9. Un entrepreneur qui t'a déçu. Je vais dire Tyler Brûlé parce que je trouve j'ai été très, très, très impressionné par ce qu'il a fondé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le fondateur de Wallpaper qui a ensuite fondé Monocle, qui est un empire média là, très, très complète. Et finalement, il m'a déçu tout simplement par sa vision long terme qui était pas directement ancrée dans ses valeurs, mais plus sur l'opportunité de dire cette niche-là a beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup d'argent et je vais juste la développer. Donc finalement, j'étais admiratif de ce qu'il a bâti, mais j'étais déçu de pourquoi il l'a fait. Noah? Ben, c'est ma fête. Je suis un peu déçu. Tu m'avais pas demandé en premier, mais je vais quand même aller avec le numéro 3. Pour le numéro 3. Quelqu'un que tu détestes, puis pourquoi? C'est toi. Pour plein de raisons, Mathieu. Non, j'adore, tu sais. Un entrepreneur ou quelqu'un en affaires? Je déteste pas vraiment beaucoup de monde. Non, je suis assez à l'aise. Tout le monde a le droit de faire leur propre truc. Il y a des gens avec qui je suis pas d'accord avec leur opinion, leur point de vue, mais je suis assez ouvert de l'esprit avec tout le monde. Je vais le laisser comme ça. Même avec Trump? Donald Trump? Même avec Trump? Ben, j'adorais l'apprentissage quand j'avais jeune, alors je laisse une petite latitude. Merci Noah. On fait une courte pause puis on revient avec Nectar Economakis de PNR et voilà. Le
podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de 2e cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. Bonjour, je suis Étienne Crevier, président et fondateur de Biogénique. Aujourd'hui, je dérange Lucia Baldino, directrice principale du bureau de représentation européen du Mouvement Desjardins, et je lui passe un petit coup de fil à son bureau de Paris. Bonjour, Lucia. Bonjour, Étienne. Lucia, on peut se tutoyer? Avec plaisir. Donc, Lucia, au moment où on se parle, l'Union européenne et le Canada sont en train de signer un accord économique. Qu'est-ce que ça va changer pour moi avec ma clientèle en Europe? Effectivement, ça bouge beaucoup à l'international. Mais l'AECG, c'est sûrement l'accord le plus ambitieux jamais négocié. Au Canada, on connaît l'ALENA, mais l'AECG, comme l'ALENA, réduit les barrières tarifaires et non tarifaires, mais va au-delà, car il traite aussi des nombreux aspects liés à l'environnement des exportations de biens et services. Clairement, j'ai bien fait de te déranger. J'ai l'impression qu'on va se parler demain matin. Merci beaucoup, Lucia. Quand tu veux, Étienne, au téléphone ou en personne, on est là. Les Dérangeants! Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com. De retour au Dérangeant avec nos futurs monstres sacrés de l'entrepreneuriat, Marie-Claude Duquette, Noah Redler et J.D. Petit, et surtout l'entrepreneur en série, je pense qu'on peut dire ça, Nectarios Economakis? Ah, pas vraiment, pas encore. Vraiment? Pas J'essaie. vraiment? Mais quand même, t'es passé, c'est très, très intéressant ton parcours, Nectarios, t'es passé de Google Canada pour fonder ta propre firme de consultation qui s'appelle PNR pour Point of No Return. Pourquoi quitter Google Canada? Explique-moi ça. C'est une question que je me pose chaque journée. Tu poses encore la question? Ma femme était pas contente quand je lui ai annoncé. Je quitte comme la meilleure entreprise dans le monde avec le dîner gratuit. Ouais, et en plus, un lunch très bon en plus. Qu'est-ce qui vous servait? C'était différent chaque jour. C'était merveilleux, honnêtement. Ah oui. J'ai quitté, je sais pas, je crois qu'il y a plein de raisons. Il y a quelques trucs. J'avais fait un peu d'investissement d'ange quand j'étais là. Et c'était une façon, disons, c'était un MBA très cher. C'est une façon d'apprendre un peu les mondes de start-up. Disons, j'étais un peu un poser, comment dire ça en français, quelqu'un de fait qui faisait du investissement d'ange, mais je le recommande à beaucoup de personnes parce que ça m'a permis d'apprendre, d'aider un peu, de courtoyer d'entrepreneurs. Et ça m'a donné un peu le goût d'entreprendre quelque chose aussi. Et en plus, j'avais 2 bonnes personnes, lesquelles j'ai dit, OK, je donne un partner pour commencer quelque chose. Donc, on s'est dit, on va se lancer en affaires ensemble. Est-ce que tu trouves que Google, c'est un milieu très entrepreneurial, l'environnement chez Google? Généralement, je dirais oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont pas intelligentes qui rentrent. C'est un processus assez intense pour rentrer. Donc, tu peux pas sous-estimer tes collègues qui sont là-dedans. Donc, tu rencontres des personnes qui ont peut-être 10 ans moins que toi et qui ont une expérience de vie incroyable, qui ont voyagé l'Afrique, qui ont parti des non-profits. Moi, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Donc, c'était quand même quitté Google Canada pour fonder ta propre firme. Ça prend du guts, là. Ben, un peu. Regarde, on vit au Canada, on n'est pas dans un pays en guerre. C'est partir une start-up aujourd'hui, c'est quand même relatif. Oui, j'ai fait beaucoup moins d'argent pour partir en start-up, mais c'était pas dangereux pour le faire. Je crois que c'est le fait de quitter pas le grand accomplissement, c'est le fait de faire quelque chose où tu vas essayer de réussir. C'est ça qui est la partie beaucoup plus tough. Donner ta démission, ça prend 5 minutes. Est-ce que tu as réfléchi à peut-être partir, dire, ta propre division à l'intérieur même de Google? On a dit, je vais entreprendre à l'intérieur d'une grosse entreprise qui a les moyens. Ouais, exact. Ben, oui, il y avait beaucoup de façons de le faire, mais ultimement, je voulais faire quelque chose avec mes 2 propres mains. Donc, j'avais l'esprit entrepreneur, disons, mais je voulais vraiment essayer de quelque chose qui était comme unique, différent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'entreprise quand même te donne les outils, te donne le mindset et surtout une mentalité de penser 10 fois plus grand. Donc, même une entreprise, quand j'étais là, c'était quand même 50 000 employés, c'était plus une start-up. Mais ils avaient toujours les ambitions mondiales, faire des choses 10 fois, 100 fois plus grandes. Donc, partir avec ce mindset pour toi-même, je crois, ça très, très motivant.
Tu as parti d'une firme de consultation. Bon, écoute, des firmes de consultation, c'est facile de dire je suis une firme de consultation. Mais comment tu deviens crédible, justement? Ben, la crédibilité, c'est facile, c'est parce que même avec un CV ou même ayant fait des choses, ce que j'ai appris, tu peux cogner sur les portes, tu dis, hey, j'ai quitté Google il y a 2 mois, mais t'as pas la crédibilité instantanée juste en se lançant en affaires. Il faut la bâtir. Et c'est ça qu'on a fait. Je dirais les 12 premiers mois, c'était, disons, on était beaucoup au café, on n'avait pas notre propre bureau et il fallait la bâtir en faisant du travail. Donc, en faisant du bon travail, en gagnant plus de clients, c'est la façon que tu bâtis une certaine crédibilité. Puis les gens, maintenant, ils engagent toi ou ils engagent le fait que tu as travaillé chez Google? Ils engagent la firme. Ils embauchent le track record de ce qu'on a fait à la firme de conseil qu'on a bâti. Évidemment, Google, c'est juste une source de crédibilité qui dit, OK, cette personne a fait quelque chose dans sa carrière, mais pour le mandat en tant que tel, ils veulent savoir que d'autres personnes vous ont embauché, vous avez d'autres clients. Donc, c'était ça le début. Le début, c'était assez difficile parce que tu commences avec un feuille de papier blanc. T'as pas de clients. Et est-ce que tu as ramené beaucoup de choses de chez Google dans ton entreprise actuelle ou vraiment c'est toi, l'entreprise? C'est pas imprégné de Google? Non, je crois que c'est notre propre ADN. Je crois même les grandes entreprises, la culture est basée sur les fondateurs. Donc, si tu regardes un peu les firmes que vous connaissez, surtout dans le monde de la technologie, Google, Facebook, etc., leur culture interne ressemble beaucoup à l'ADN des fondateurs. Si tu regardes Amazon, par exemple, qui est une culture peut-être un peu plus difficile, mais c'est basé entièrement sur le profil de la personne qui est la partie. Donc, la culture d'entreprise par la personne qui l'a fondée, par les personnes qui sont à la tête. Donc, c'est très personnel. Est-ce que tu trouves difficile de maintenir ton réputation? Des fois, avec tes clients, c'est frustrant. Tu peux pas dealer avec eux comme c'est avec ton employeur. Tu dois être vraiment conscient de tout ce que tu dis, tout ce qui passe avec les clients. Alors, comment tu gères ça? Difficilement. C'est sûr que pour retourner un peu à ta question, Mathieu, c'est quoi un consultant aujourd'hui? Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est... Qu'est-ce que vous faites, c'est ça? PR, Point of No Return? Je vais répondre un peu à la question de Noah. Je peux donner mon pitch de vente rapide après. Absolument. La façon qu'on essaie de se distinguer, c'est juste dire ce qu'on pense. Ce qu'on a découvert dans le monde de conseil, c'est assez paradoxal. Les consultants sont payés pour dire des choses que le boss pense déjà. Et la façon qu'on se distingue, c'est par dire notre opinion, qui est quand même relativement nouveau dans le domaine. Vous allez déranger. Donc, une autre façon qu'on dérange, c'est qu'on essaie de vraiment être axé sur la performance d'entreprise et sur les actions prises. Donc, on est en fait très proche à faire des PowerPoint ou à dessiner des diagrammes et on est beaucoup plus axé sur quoi les actions spécifiques qu'on recommande, qu'est-ce que ça va découler. Donc, et pour retourner un peu ta question sur qu'est-ce qu'on fait, très simplement, c'est on est firme de gestion conseil, axée sur l'accompagnement stratégique et on focus beaucoup sur la vélocité. Donc, on croit que pour avoir du succès aujourd'hui en affaires, n'importe quelle entreprise, ils doivent aller plus rapidement. Parce que la technologie, le rythme effréné du monde aujourd'hui, surtout en affaires, c'est très, très vite. Donc, nous, on préconise un modèle qui est basé sur la vélocité, qu'on s'est inspiré essentiellement du mode agile qui vient du développement logiciel. Puis, dans les entreprises de services, les heures sont comptées, donc on vend une banque d'heures. Il y a seulement 24 heures dans une journée, donc comment faire croître l'entreprise sans tomber dans un burn-out ou sans tomber dans une roue de je travaille 7 jours semaine, 365 jours par année? Oui, donc bonne question. Donc, une chose qu'on essaie de ne pas faire, c'est de ne pas vendre à des heures. Même si des fois, on peut pas l'éviter, mais la majorité de nos mandats sont forfaitaires. Donc, on essaie de vendre sur la valeur perçue plutôt que, il faut que tu travailles entre 9 et 5, par exemple. Une autre façon qu'on essaie de le changer, c'est en ayant un produit. Donc, on est de God Tech. Donc, on a aussi un logiciel qu'on commercialise qui est vendu sur un modèle de revenus récurrents, SaaS. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des sources de revenus différents. Tu as travaillé notamment pour la chaîne pour animaux Mondou. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ça me semble une chaîne très, très traditionnelle. Qu'est-ce que tu fais quand tu débarques là? Est-ce qu'il faut que tu les convainques d'être plus agiles, d'être plus technologiques? En fait, si le client n'est pas convaincu que, disons, le monde a changé, que l'Internet est important, que la technologie prend de plus en plus de place, mais on va probablement pas les aider. On est là pour les personnes qui sont déjà convaincues que le monde a changé sur le pied et ils ont besoin d'aide. Donc, on est là pour les accompagner sur le comment, ultimement.
parce que, comme on a dit, l'Internet n'a pas juste changé, disons, la façon qu'on communique, mais ça a changé à la base la stratégie d'entreprise. Donc, la distribution est fondamentalement différente à cause du web. Donc, on les aide vraiment à avoir du succès, pas seulement avec leur commerce électronique, mais vraiment à se centraliser sur le client et comprendre comment le client aujourd'hui navigue, achète, consomme leurs produits et le contenu. Mais moi, je t'écoute, puis j'ai la difficulté à comprendre c'est quoi. Honnêtement, t'arriverais chez moi, dans mes 2 entreprises, tu me dirais ça, je serais comme, j'entends les mots, mais je sais pas du tout ce que tu fais. Puis, en ce moment, j'aurais de la difficulté à investir dans ton service, parce que je me dirais, ça va me coûter cher en heures, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Fait que maintenant, en une phrase, t'arrives dans une entreprise, tu fais quoi? Et dans quel département tu vas œuvrer? Est-ce que tu fais de la planification stratégique pour tes firmes? Ben, je peux faire de la planification stratégique pour la distribution, pour le marketing, pour les ressources humaines, pour la croissance, tu sais, la planification stratégique. Est-ce que tu en fais au niveau corpo? C'est quoi tes comme 3 à 5 grands objectifs? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? 100%. Donc, on fait ça, mais on le fait aussi pour chacun de nos départements, puis ensuite pour chacun de nos, de nos produits. Donc, c'est très large, la planification stratégique. Ouais. Ben, en fait, oui et non. Donc, d'habitude, une planification stratégique, c'est évidemment, ça commence en haut avec les grands objectifs corporatifs. Et par la suite, ça se découle dans le reste de l'entreprise. Donc, nous, on aide vraiment au niveau corporatif. Et comment tu la déclines dans des critères précis. Donc, la méthode agile, si tu es un peu au courant, ça fonctionne en mode sprint. Donc, on aide à s'assurer que la stratégie est suivie et par la suite itérée étant donné des changements dans le marché. Donc, on donne vraiment un coup de pouce du nouveau plan stratégique corporatif plus qu'autre chose. Puis comment que les gens évaluent un peu leur retour sur investissement. Donc, souvent, les consultants sont perçus comme une dépense. C'est difficile, ils rentrent dans l'entreprise, bougent plein d'affaires, repartent. Finalement, il se passe pas grand-chose, sauf une dépense de 25, 40, 50 000. Nous, on l'a vécu. Donc, comment que tu t'assures qu'il y a un KPI à la fin, il dit, bon, ben vous allez avoir tel retour sur investissement, je peux vous le garantir. Parce que au final, c'est mon argent que tu prends pour finalement faire une croissance X. Comment tu garantis ça? C'est une bonne question. On le fait de plusieurs façons. Des fois, on prend le risque aussi. Là. Avec Mondo, on a pris un risque à la performance. Donc, c'est un mandat où on a dit, OK, on va partager quand vous allez gagner. Donc, on va prendre un risque. Donc, on prend un pourcentage des ventes du commerce électronique sur certains jalons de succès. Donc, on assume beaucoup du risque en termes de nos frais, de notre temps. De l'autre côté, on essaie de rattacher ce qu'on fait à des jalons précis. Comme j'ai dit, d'habitude, le mandat du conseil classique, c'est le livrable, c'est une présentation, voici un PowerPoint de 30 pages qui va rester sur, disons, une tablette qui va prendre un peu de poussière. Étant donné que notre modèle est basé entièrement sur les actions concrètes qui vont être prises. Donc, des fois, on recommande des actions et on est dans le feu de l'action aussi avec le client. Donc, on va faire les calls ensemble dans chacun des sprints. Ça dépend un peu le cycle de vie aussi du client. Je suis curieux, tu aides tes clients à faire leur planification stratégique, mais moi aussi, j'ai une boîte de conseils. Je trouve qu'on a des clients, qu'on a des mandats signés, ça va très bien, mais je trouve très difficile de penser vers l'avenir, de vraiment imaginer ça va avoir l'air de quoi mon entreprise dans 3 à 5 ans aussi, parce que le marché va changer, les besoins des clients vont changer. Mais comment est-ce que tu penses à votre plan stratégique? C'est une bonne question. Pour moi, j'accorde beaucoup moins d'importance à des plans de 5 ans. On a la tendance de le faire sur 12 mois parce que, comme vous savez, il y a des changements très rapides sur le marché. Donc, la majorité de nos mandats aujourd'hui sont sur 12 mois. On vise beaucoup plus sur comment accélérer la cadence à l'interne pour que ça bouge plus rapidement et qu'ils peuvent s'approprier de cette méthodologie. Comme j'ai dit, notre logiciel aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est complètement distinct, c'est pas notre business en soi, c'est relié à notre méthode qui est inspirée de l'agile. Donc, ultimement, notre vision, c'est de donner cette méthode aux entreprises pour qu'ils puissent la rouler à l'interne eux-mêmes et qu'on soit on the side, on ne soit pas nécessairement très impliqué au niveau des sous-départements. Donc, on reste vraiment au niveau exécutif. Dans question pour toi, Imperius, tu as travaillé pour le journal Le Devoir. Oui. On sait que les médias, ça va super bien en ce moment. Est-ce que vous êtes les sauveurs des médias? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Non, c'est complètement à l'inverse. En fait, Le Devoir, je crois, ils avaient déjà fait beaucoup. Je vais prendre un step back. Je déteste le terme transformation numérique, un peu comme big data ou intelligence artificielle. Pour une personne à techno, ces termes veulent rien dire. Écosystème, non? Oui, 360. On les aide à juste accélérer ce qu'ils ont déjà décidé, que le futur passe par un modèle d'abonnement.
Donc, les médias, je sais pas si vous êtes un peu courant. Comme tu as dit, ça va pas top. Et une grande raison pourquoi ça va pas très bien, c'est le modèle d'affaires. Parce qu'en médias, la majorité des grands médias, ben, ils se nourrissent avec la publicité. Et si vous regardez un peu où est-ce que la publicité s'en va, il y a 2 grands joueurs qui vont gagner, que je ne vais pas nommer aujourd'hui. C'est Google et Facebook, évidemment. Right? Donc, le modèle d'affaires d'un journal, par exemple, pour avoir une certaine pérennité, doit vraiment s'axer sur le client directement versus la publicité. Parce que si je suis un annonceur, j'ai plus besoin de passer par un journal pour rejoindre mon audience. Un annonceur ne paye pas ses frais de pub parce qu'il veut soutenir la presse écrite. C'est parce qu'il veut vendre son produit. Mazda veut vendre des chars. Il veut pas soutenir le journalisme dans le monde. Donc, une façon de le faire d'une façon plus efficace, ben guess what, c'est Google et Facebook aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, moi, ça fait longtemps que je reste sur ce point. Il faut penser au modèle d'affaires. Donc, pour avoir une pérennité, les médias doivent vraiment se réinventer. Et Le Devoir, ils avaient déjà établi ce voyage, donc on les aide juste à l'accélérer. On part avec plein de questions. Effectivement, ça a un goût de réfléchir à ce modèle-là. Merci beaucoup, Nectarios Economakis, pour ton passage au dérangeant. D'un autre côté, on fait une très courte pause, puis on revient avec le débat sur l'enfer des ressources humaines. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Les jeunes entrepreneurs me demandent souvent quel est le meilleur conseil que j'ai reçu. Le meilleur conseil que j'ai reçu venait de mon grand-père, qui m'a dit quand j'étais très jeune que tout ce que nous avons dans la vie, c'est notre nom et notre réputation. Alors c'est intégral à notre philosophie d'entreprise. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question Garling WLG. De retour dérangeant avec Jean-Daniel Petit, Marie-Claude Duquette et Noah Redler. Place au débat intitulé « L'enfer des ressources humaines ». Parce qu'une fois l'idée trouvée, le financement sécurisé, on pense souvent que le tour est joué. On laisse souvent de côté les ressources humaines qui ont souvent le cœur des opérations de l'entreprise, des opérations de l'entreprise, et un cauchemar à gérer. Donc, comment bien gérer les ressources humaines de l'embauche au remerciement? Mais juste avant. Oui. On a une question de nos amis avocats. En fait, du cabinet d'avocats Garling WLG. Puis, je pense que nous trois autour de la table, on peut répondre. On peut répondre. On peut affirmer que devenir entrepreneur, c'est aussi devenir employeur. Donc, avec toutes les responsabilités que ça prend. Mais on a des responsabilités légales. Puis, comment vous gérez ça? Cette responsabilité-là qui vient avec le fait d'engager des gens? Moi, l'aspect légal, il a fallu que je l'aborde l'année dernière, puis on s'entend, j'aurais dû le faire avant. Les contrats. Le contrat de confidentialité, c'est quelque chose d'important à avoir, c'est primordial, c'est notre business, c'est absolument non-concurrence à avoir. C'est vraiment un minimum à avoir. Puis est-ce que c'est toi qui gères toutes les ressources humaines? Petite PME? Oui! On a une réponse. Et toi, Noah? Moi, la chose je trouve le plus difficile, c'est de vraiment avoir une structure où tout le monde est impliqué et trouve une façon de contribuer à l'entreprise. On est aussi une petite entreprise et c'est plus que juste les contrats qui nous aident à avoir une équipe. C'est une culture qu'on doit mettre en place et souvent on doit penser même des contrats sociaux où les gens acceptent d'agir d'une certaine façon, avoir certaines valeurs pour participer à notre entreprise et surtout encore avec la confidentialité, on travaille avec des clients qui veulent absolument pas qu'on dit que c'est nos clients. Alors, comment passer ce message à tous les employés? Quand même. Toi?
Ben, de notre côté, chez Abitibi&Co, c'est quand même un défi parce qu'on a 17 employés, donc on ne pouvait pas faire tout nous autres-mêmes. Donc, on est allé voir une firme de ressources humaines tout simplement pour nous aider à mettre en place toute la structure ressources humaines, donc de l'embauche jusqu'à la terminaison d'un emploi, comment gérer ça. Côté de B-Side, on est vraiment dans une synergie de travailleurs autonomes. Donc, un peu comme toi, c'est hyper important les termes de non-confidentialité, en fait, non-divulgation, mais surtout la balance entre un emploi temps plein puis un emploi à temps partiel ou pigiste. Donc, on est toujours en train de naviguer là-dedans. C'était la question Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants. Maintenant, la pire gaffe que vous avez fait en ressources humaines. Marie-Claude? Embaucher la personne sur la mauvaise chaise pour les mauvaises raisons en précipité. Tu sais, des fois, tu dis, OK, sentiment d'urgence, il me faut quelqu'un. C'est pas là que tu prends la bonne décision. T'es mieux d'attendre plutôt que... T'es mieux d'attendre, de travailler plus d'heures, de compenser que d'avoir la mauvaise personne à la mauvaise place. Toi, JD, ta pire erreur? Pour envoyer quelqu'un assez vite. Oh! OK. Honnêtement, des personnes toxiques, c'est pas toujours la personne la moins performante. Des fois, c'est la plus performante qui est la plus toxique. Puis nous, on a trop attendu pendant un bout, puis ça a vraiment été néfaste. Donc, à refaire, je remercierais cette personne-là probablement dans la journée même. Non, tu fais des erreurs? Oui, souvent. Faut dire que dans mon entreprise actuelle, ça va très bien, mais j'ai un peu le problème d'embaucher des gens avec mes instincts. Alors, je vois quelqu'un, c'est like, ouais, je sais pas pourquoi, mais j'aime toi. Alors, je vais tout de suite l'offrir un contrat. C'est like, OK, on va travailler ensemble, mais évidemment, c'est pas toujours la meilleure idée. Est-ce que vous avez un responsable des ressources humaines dans vos entreprises? Moi? Toi? C'est une bonne idée? Honnêtement, j'ai déjà fait affaire avec des firmes. Puis là, avec la grosseur de la taille de l'entreprise, je le fais moi-même. Je peux pas dire que c'est une de mes qualités premières de gestionnaire. Mais je t'allais me chercher. C'est dur? Oui, c'est dur. Oui, honnêtement, je pense que c'est l'aspect le plus difficile parce que un employé, c'est une variable. C'est vraiment ça, c'est une variable. Tu peux avoir une superstar et du jour au lendemain, ta superstar devient comme son mari est décédé. Je veux dire, c'est une variable. La ressource humaine, c'est quelque chose de difficile. Fait que ça, c'est une superstar, là. C'est une superstar. Nous, on peut avoir une variable de mon cadran pas sonné ou hier, j'étais à bière, puis un matin, ça me tente pas de rentrer, là. Ouais, non, ça, je vis pas ça. Je vis pas. C'est vraiment plus tout l'aspect, des fois, émotif dans le bureau. Tu sais, t'es un petit bureau, là, fait que tu deviens psychologue aussi, là. C'est quelque chose. Puis, tu peux pas toujours avoir contrôle sur ce qui va se passer parce que c'est ça, c'est une variable. C'est pas comme un calcul mathématique de ton bilan à la fin de l'année. Ben oui, OK, c'est ça. Ton état des résultats, OK. Non, ça marche pas comme ça. On n'a pas besoin d'une personne en ressources humaines juste pour nous. T'sais, on absorbe tellement d'informations de ben là, ma blonde, elle a telle affaire de tel truc, puis nous, on est juste en train de se poser la question de comment optimiser nos opérations. Fait que finalement, tu absorbes toutes ces petites données-là de j'ai perdu mon crayon à je sais pas, moi, j'ai de la difficulté avec ma voiture ces temps-ci. J'ai perdu mon crayon. Ah, des fois, là, je dis crayon, là, mais honnêtement, j'ai perdu mon tournevis, ça peut arriver, là. Donc, tu sais, des superstars. Cette gestion-là, mais au final, je pense que j'ai plus besoin d'une personne le soir juste pour ventiler. Tu sais, autre que ma blonde, juste pour dire, hey, aujourd'hui, c'est qui pour toi? C'est mon partner, parce qu'on a 2 entreprises ensemble à 50-50. On est les 2 DG de chacune de nos entreprises et à tous les soirs, on déverse l'un et l'autre. Moi, j'ai ça, j'ai une partenaire d'affaires, j'ai des amis aussi en affaires que j'appelle, je suis comme, OK, c'est passé ça aujourd'hui. Mais outre l'embauche, c'est que je disais, non, OK, je fais peut-être pas affaire avec une firme RH ou quoi que ce soit. Par exemple, j'utilise des tests. Puis ça, aujourd'hui, ça m'aide grandement. C'est quelque chose que je peux plus me passer. Qu'est-ce que tu fais comme test? J'ai utilisé le test Atman. Ça te permet ça te permet de savoir un peu, selon le siège que tu as à remplir, les qualités de cette personne-là. Puis ça vient vraiment dire, puis le match aussi avec l'entrepreneur. Fait que moi, étant une petite entreprise, c'est super important que mon match soit un bon match. Fait que ça te dit selon un pourcentage de ta personnalité avec l'autre personnalité, puis sa personnalité selon le profil à remplir. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Puis ils sont capables même de déceler si la personne a menti pendant le test. Je sais pas comment ils font, mais ils sont capables. Fait que c'est déjà là en partant, la personne elle répond en disant « on va te faire plaisir », puis eux sont capables de le déceler, ben je pense que ça en dit long. Puis ça, c'est le genre de choses que en entrevue, ça veut pas dire que toi, tu vas être capable de le déceler. Fait que ça, moi, ça m'aide. Tu partages le test? Oui, je le partage.
Fait que tous les employés connaissent le test de tous les autres employés. Ils voient mon test, puis ils voient que dans un élément de stress, je suis vraiment prompte. Fait que c'est pas de leur faute. C'est moi, c'est ma gestion. Mais est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose d'avoir des employés trop complémentaires? I mean, tu veux pas des gens qui vont te challenger un peu, qui vont être capables de dire, like, OK, non. Je veux être challengé, c'est ça que je veux. Non, mais puis le test te fait pas que t'es pas challengé. C'est plus, est-ce qu'elle va, elle, être heureuse? Parce que ça aussi, là, ton employé, là, si elle n'est pas heureuse, elle peut pas donner son 100%. Fait que c'est super important de savoir que ton employé, elle va bien fitter sur la chaise que tu as à remplir. Mais c'est-tu ta job de rendre ton employé heureux? Je veux dire, au pire... On n'a pas le choix. Oui. Malheureusement, on n'a pas le choix. Puis, les tests que tu parles sont hyper utiles pour nous aussi. On a commencé à faire ça cette année. Puis pour nous, c'est de désamorcer des situations. Parce que entre les faits, la réalité et les perceptions, là, tous les problèmes arrivent là. Donc, tu sais, fait. Salut, Jean-Daniel, j'ai besoin d'avoir telle information. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Moi, répondre par message texte, OK. Perception, bon, Jean-Daniel est en crise. Là, j'ai juste répondu OK parce que j'étais en meeting, donc j'étais pressé. Donc là, il y a toute l'espèce de gros mouvement de là, il est fâché, là, ça fait 2 jours qu'on s'est pas vu, puis finalement, j'étais dans plein bonheur. Donc là, le fait d'avoir les outils pour désamorcer, de dire, ben Jean-Daniel, souvent, il répond avec des petits courriels courts, finalement, il sera pas organisé de telle façon, ça l'enlève tout le spectre de perception, ça l'aide énormément. Ouais, je trouve que quand tu as des employés, tu dois être très conscient de tout ce qui sort de ta bouche. Parce qu'on sait jamais comment ça va être perçu, comment ils vont réagir à ça. Et ça peut être, pour toi, comme j'ai dit, vient de dire, like, ça peut être juste quelque chose, like, j'étais occupé, je réponds dans un mot, mais il perçoit comme ça, like, le boss est fâché avec moi, like, qu'est-ce que j'ai fait? C'est inacceptable. Et c'est difficile de prévoir si ça va se passer. Mais t'es quelqu'un de très violent aussi en même temps, fait que c'est dur à dire. Hulk smash! Non, ben, mais c'est dans la culture d'entreprise. Mais entrepreneur, c'est aussi être leader. Fait que c'est d'exercer correctement ton leadership. Puis dans le fond, t'es un capitaine de bateau. Fait que c'est ton travail à toi. Est-ce que c'est ça, les gens sont à la bonne place, puis oui, qu'ils soient heureux, oui, qu'ils soient épanouis. Parce que quand ils rentrent le matin, puis qu'ils sont de bonne humeur, ben ils veulent faire la différence entre entreprises. Ils veulent exercer ta vision. Puis, tu sais, c'est ensemble qu'on va emmener l'entreprise à un autre niveau. Puis il y a beaucoup des gens qui disent, ben regarde, finalement, je vais finir travailleur autonome parce que la gestion des ressources humaines, je suis plus capable. Puis c'est vraiment tu sais, c'est ça, après que tu as eu ton financement, tu as ton idée, tu as ton concept, mais là, tu as les RH. Et qu'il y en a qui décident de dire, ben non, regarde, je vais être travailleur autonome parce que c'est trop de gestion, ça m'en demande trop. Mais c'est toi aussi, toi en tant que leader. C'est quoi ta place? C'est où tu veux aller? Puis c'est ton travail à toi. Fait après ça, une fois que tu as compris que ça, c'est ton rôle, je pense que ça facilite après ça les ressources humaines. Mais comme je dis, c'est toujours une variable. Il va toujours arriver quelque chose. C'est une variable, puis on la sous-estime tellement. Dans tes prévisionnels, là, tu vas avoir, le temps qu'on va mettre à aller chercher la matière première, produire, faire tout ça, puis finalement, on dit, ressources humaines, ça va se faire, tu sais, au gré du vent, tout ça. En une journée de 8 heures, tu peux avoir 4 heures de ressources humaines. Puis là, tu dis, j'ai pas avancé, j'ai rien fait de ma journée. Puis finalement, le lendemain, tu dis, c'était juste une problématique du lundi. Et non, le mardi, il y a une autre problématique qui arrive. Puis c'est toujours ces imprévus-là. Puis finalement, là, nous, on a commencé à entrer ça dans nos prévisionnels parce que on s'en sort pas. C'est continuel. On est des humains avec des émotions. Et finalement, mon partner qui est ingénieur s'est dit, pourquoi on n'a pas parti d'une business avec des machines? La machine, à 8 heures, elle commence. À 8h07, elle a produit ça. On est correct. Puis il n'y a aucune problématique. Vous avez l'air de trouver ça lourd, les RH? On est des humains. Oui. Puis on vit des émotions. Fait que là, imagine. Pas moi, mais toi. Moi, oui. Oui. Je suis plein d'émotions. Puis oui, dans le fond, c'est ça. Tu sais, la personne vit quelque chose. Tu peux pas être insensible. Puis autant, toi, tu dis quelque chose à la personne, puis tu vois que ça la fait réagir. Tu sais, moindrement que t'as du cœur au ventre puis que tu veux que ça marche puis que l'autre est important. T'sais, en tout cas, moi, j'avance pas toute seule, j'avance en équipe. Il faut rappeler que les émotions sont contagieuses dans une entreprise. Si il y a de bonheur, tout le monde est content. Mais s'il y a de malheur, ça s'infecte, on sent ça dans l'environnement. C'est une énergie négative qui change toute la productivité. Les gens ne veulent pas agir de bonne façon et ça crée des conflits à l'intérieur. Et maintenant, faut gérer ces conflits au lieu de faire ton job. Vous avez parlé tantôt d'employés toxiques. C'est quoi un employé toxique? Ça peut être plein de choses. Nous, de notre côté, on avait un employé qui était hyper performant. Donc, dans les standards pour nous construire un bateau, on fait une opération de laminage. Ça prend 30 minutes de le faire. Cette personne était capable de le faire en 25 minutes, était capable même de développer des nouvelles façons de faire. Par contre, personne ne voulait travailler avec.
personne parce qu'il y avait une attitude qui était désagréable, parlait contre tout le monde dans l'entreprise. Finalement, elle était en train de descendre tout le niveau. Et là, on avait pris beaucoup de temps avant de renvoyer cette personne-là parce qu'on disait c'est la plus performante qu'on a. Et du moment qu'on a retiré cette personne-là, finalement, on a doublé la productivité de ce département-là parce qu'il écrasait tous les autres autour. Puis finalement, on a commencé à réfléchir autrement. Donc là, on prend des gens qui veulent plus, qui ont peut-être moins d'aptitude. Et là, finalement, on montre le sentiment familial et là, les gens s'aident. Puis ça avait vraiment fait une différence. Mais le côté toxique, ça peut être juste une personne qui a une mauvaise attitude à une personne qui est sneaky un peu. Là. Donc, en personne va te dire quelque chose, et ça derrière les rideaux, il se passe tout une autre dynamique. Puis ça fait un peu un Game of Thrones à l'intérieur de l'entreprise. Juste ça. Puis au contraire, complètement l'inverse, là, antinomique, là. C'est un beau mot. Il y a l'employé toxique, mais il y a l'employé superstar aussi. Ça doit être dur à gérer, ça, un employé superstar, parce qu'il veut monter, il veut peut-être plus de responsabilités. Comment vous assurez qu'il reste? Ben, c'est sûr qu'il faut que tu canalises ton énergie. Faut que tu y en donnes. Faut qu'il s'épanouisse. C'est sûr. Puis, c'est à toi aussi à savoir, est-ce que mon entreprise est faite pour lui, tu sais? Mais puis en revenir à, tu sais, on disait employé toxique, employé superstar. Il y a deux choses que moi j'ai appris, tu sais, parce que tu peux avoir une superstar qui est justement toxique. C'est à ça aussi à prendre en ligne de compte. Mais tu sais, quand t'embauches, t'as le choix. Tu sais, il y a le savoir-être puis le savoir-faire. Le savoir-être, ça s'apprend pas. Le savoir-faire, ça se montre. Fait qu'il y a ça aussi qui est non négligeable. Puis ça, je l'ai appris. Puis, tu vois, de notre côté, pour faire une anecdote, pour aller chercher des gens qui étaient dans le savoir-être, la seule façon de postuler chez Abitibenco, c'est de nous envoyer ta meilleure histoire de plein air. On ne demande pas de CV. Parce que c'est un emploi qui est très manuel. Fait que finalement, si t'es pas capable de nous envoyer un texte continu qui explique c'est quoi ton meilleur trip de plein air, tu rentres pas chez nous. Ben, tu rentres pas chez Abitibenco. Donc, tu as besoin d'avoir, ton expérience, ça peut être, c'est un trip de pêche, l'autre c'est un trip de chasse, l'autre c'est du hiking, l'autre c'est tout simplement, je suis allé au parc, peu importe. Puis, juste cette espèce de petit filtre-là de dire, j'écris un texte, pour nous, ça a été bénéfique parce que les gens ont pris le temps d'écrire, le plan de réfléchir, versus quelqu'un comme chez B-Side nous envoie une demande d'emploi sur Instagram. C'est comme, salut, est-ce que vous cherchez des gens? Je suis disponible pour travailler. Qui est tout l'inverse. Donc. Mais hier, j'ai fait un rando en kayak. Si tu es en train d'embaucher, je sens pas ça. Est-ce que le parc Jarry, ça compte comme trip au parc? 100%. 100%. Excellent. Tenez-vous-le pour dit. Est-ce que vous avez hâte d'engager un responsable DRH? C'est-tu votre prochain move? Pas le prochain move, non. C'est pas ton prochain move? Non, mais c'est difficile. Il faut vraiment avoir assez d'employés pour OK, mais c'est combien assez d'employés? Ça, c'est une très bonne question. Plus que je suis capable de gérer moi-même. mais vraiment, c'est quelqu'un qui va prendre responsabilité de tout ça. Et je sais pas c'est quoi le chiffre magique pour avoir quelqu'un de responsable, mais aussi ton responsable ressources humaines, c'est un employé. C'est quelqu'un qu'il faut payer, il faut démontrer une valeur dans l'entreprise, il faut avoir un retour sur tes investissements. Alors, d'une façon ou l'autre, il faut démontrer qu'ils apportent cette valeur. Mais moi, peut-être la prochaine fois que je dois embaucher, je vais appeler Médecim juste pour m'aider dans les démarches. Mais après ça, est-ce que j'ai vraiment besoin, on a 3 employés, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va venir et gérer ces 3 employés? Est-ce que ça va me sauver de temps? Est-ce que ça va nous aider à faire plus d'argent? Je sais pas. Vous avez 3 secteurs très, très différents. L'impression, JD, médias, canot, kayak, NOAA, technologie. Est-ce que c'est différent? L'embauche dans des secteurs comme ça? Est-ce qu'il y a des stratégies différentes? Certaine que oui. Ouais. Vraiment certaine. Tu sais, moi, dans un milieu beaucoup plus traditionnel. Oui. Puis aujourd'hui, attirer des gens vers un milieu beaucoup plus traditionnel, c'est un défi. Tu sais, quand tu as le choix est un défi? Ah oui, totalement. Parce que tu sais, t'as la start-up super alléchante que t'es comme, ouais, je vais pouvoir, je sais pas. Jouer au ping-pong. Mais maintenant. Avoir de la bouffe gratuite. Ben nous, chez nous, on boit de la bière. on boit de la bière. C'est quelque chose que j'ai instauré. Constamment. Souvent. Tu sais, quand t'as un bon coup puis quand t'as un moins bon coup, fait que finalement, à tous les jours, on boit du vin ou de la bière. Puis on a un divan en arrière. Mais tu sais, c'est de rendre ça intéressant aussi. C'est de dire, qu'est-ce que moi, j'ai une valeur ajoutée, puis attirer les gens. Parce que ça, c'est une autre chose. Tu sais, les gens qui sont qualifiés, faut que tu ailles les chercher. Ouais, comment vous les attirez, justement? La bière. C'est quoi le... C'est intéressant parce que ça c'est vraiment la culture d'agence, la culture du tech, d'avoir des sofas partout, des bin bags ou d'avoir la bière, la bouffe gratuite, tout ça. Puis tu as travaillé en agence. Là. Exact. Moi, c'est la façon de faire. C'est pas mal la seule façon que j'ai connue. Et on a implémenté ça chez Abitibenco. Donc,
horaire flexible, l'alcool, tout ça, le vendredi, et c'était un fiasco. Parce que c'est une usine, c'est une manufacturière, donc c'est une production en série. Fait que si le premier gars en avant arrive pas à 8 heures, ben là, tout le monde se pogne le beigne après. S'il est un peu chaud, c'est plat. Honnêtement, on a fait cette erreur-là. Puis le vendredi, ben justement, ben, on en a un qui finalement, sur la caisse de 12, il en prend 6. Puis là, tu dis, bon, on a ça à gérer. Oui. Puis chez B-Side, c'est totalement l'inverse. C'est des gens qui sont trop performants, qui souvent, ben, sont volatiles. Donc, t'es gardes 6 mois, sont super motivés, puis après ça, ben, comment qu'on fait pour les garder? Ouais, comment tu fais, justement? En ce moment, c'est la culture puis la mission, vision. Parce qu'on n'est pas concurrent au niveau des salaires, puis on n'est pas concurrent non plus au niveau de l'équité. Donc, on n'offre pas ça présentement. Donc, c'est vraiment, nous, on a une vision qui est très singulière. Est-ce que tu crois à ça humainement? Si oui, les gens embarquent, puis là, ils embarquent dans la mission. On revient, on parlait la semaine dernière, responsabilité. Ben, il y a plus en plus de gens à l'entrevue d'embauche vont demander, tu sais, quand c'est le temps à eux à poser une question, ils vont demander, c'est quoi toi ta vision? Pour voir si la vision colle à eux. Puis c'est ce qu'ils vont faire aussi, ils vont dire, OK, ouais, moi, ça me tente, ça me colle, j'ai goût, go, j'embarque. C'est ça aussi la différence quand ta mission est bien définie. J'aime ça. C'est quoi une bonne question d'entrevue? Ou une mauvaise question d'entrevue? Quelque chose que vous posez systématiquement. J'ai déjà demandé à un employé de m'interviewer. J'ai inversé les rôles et dit, like, OK, fais l'entrevue pour moi. J'étais juste curieux, c'est quoi les questions ils vont poser, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont présenter l'offre d'emploi, parce que j'imagine ils ont lu. Et en fait, c'était une super expérience parce que, like, finalement, moi, j'ai découvert plus sur mon entreprise que je savais avant. C'est une bonne réflexion. Nous, c'est plus un ensemble de questions. Je reprends ça de mon ancien emploi, mais c'est les 3 F. Fait que fun, foin, foi. Donc, on veut savoir, est-ce que tu as du fun? C'est quoi pour toi avoir du fun dans une entreprise? Fait que, après ça, une fois qu'on sait ça, bon, ben, est-ce que tu as la foi dans l'entreprise? Fait que, est-ce que tu as foi dans l'émission? Est-ce que tu as foi dans les entrepreneurs, les dirigeants? Puis l'autre, mais le foin. Bon, mais c'est combien de cash tu veux? Fait que si tu as les 3 F, c'est le bonheur. Si tu en as 2 sur 3, tu es quand même capable de t'en tirer, mais il faut que le 3e F soit capable d'aller l'accomplir éventuellement. Puis nous, ben, toutes les questions tournent autour de ça. Les fameuses questions, tu te vas où dans 5 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais même pas. Moi, je la pose. Tu la poses? Oui. Ça marche? Ouais. Ouais? Ben, tu sais, je veux dire, c'est à toi aussi à déceler, là. Mais si la personne a dit, ah ouais, mais moi, je me vois à telle place, c'est à toi de savoir, bon, ben, OK, là, elle veut pas vraiment venir travailler chez nous, tu sais. Fait que oui, ça se pose parce que des fois, les gens disent, ah, ben là, j'aimerais ça travailler à telle place. Bon, OK, ça m'en dit long. Puis, en fait, peut-être une des questions, nous, celle qui me préoccupe le plus, c'était quoi ta relation avec ton ancien employeur et comment t'as quitté ou comment t'anticipes quitter? Parce que si la personne me dit, moi, je peux rentrer demain matin, puis tu donnes pas 2 semaines de préavis ou 1 mois de préavis, c'est dans un poste de direction, pour moi, désolé, mais t'es un peu un mange-marde. Puis ça me tente pas d'avoir ça dans mon entreprise, parce que moi, je vais avoir la problématique éventuellement, c'est des gens performants. Donc, si la personne dit, ben, est-ce que tu peux me donner 1 mois? J'aimerais ça faire les choses correctement, j'ai une bonne entente avec mon employeur. Pour moi, c'est un signe de fidélité, c'est un signe aussi de respect. Et ça, c'est primordial, là, parce que si la personne est trop pressée, puis est déjà en train de finalement bâcher son ancien employeur, il va le faire éventuellement avec nous, là. Moi, c'est vraiment une question de c'est quoi le rôle pour l'entrevue. Si c'est quelqu'un vraiment dans l'administration, c'est sûr que je veux qu'il reste avec moi pendant longtemps. Mais si c'est quelqu'un qui est plus un gestionnaire de projet et je demande comment tu vois où est-ce que tu vois dans 5 ans et il est toujours avec toi, je dis ben t'as pas assez d'ambition pour ce projet. Vraiment, c'est le monde dans lequel je travaille dans l'innovation, ça change assez rapidement et je regarde plus le modèle avec les nomades digitales, les travailleurs autonomes, comment avoir une boîte de conseil décentralisée qui est plus capable d'avoir des liens dans plusieurs régions, travailler dans d'autres pays. C'est ça qui m'intéresse. Et d'avoir 200, 300 employés, je pense pas que c'est vraiment le futur de mon entreprise. J'ai des mandats qui durent 1 an. Big, come on. Ben, je vais avoir le réseau mondial, mais je suis une petite équipe. Merci Noah. C'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. D'abord, un très grand merci à l'entrepreneur en série de Google Canada qui a fondé PNR, Point of No Return, Nectorios Economakis pour sa visite à l'émission. Merci à Jackie Galland, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. À nos dérangeants et dérangeantes, Jean-Daniel Petit, Marie-Claude Duquette et Noah Redler. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode des dérangeants. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. C'était Mathieu Charette du Journal des Affaires qui vous dit à la semaine prochaine.
podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!